Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Il est 20h, on est jeudi. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait très souvent l'actualité, mais ça va me permettre d'étendre un petit peu le sujet d'une manière générale. Il va falloir qu'on parle de clean code. Je l'avais hinté un petit peu dans mon message. Je vais pas parler que de clean code, bien évidemment. Moi, quand je parle d'un sujet, il faut que j'aille tirer les différentes branches à gauche et à droite. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et là, récemment, c'est ce que je mentionnais, je pense dimanche, si mes souvenirs sont exacts. Il y a Bob, Uncle Bob, à savoir Robert C. Martin, qui s'était un peu pris le bec avec Carson Gross, le créateur de HTMX sur X, anciennement nommé Twitter, sur des aspects autour de clean code. Alors je vais pas rentrer dans le débat de qui c'est qui a raison, etc. Puis en plus c'est des threads Twitter dans tous les sens, les trois quarts du temps c'est des mèmes, c'est de l'ironie avec de la surironie derrière, et puis des gens qui remettent de l'huile sur le feu. Moi ça m'intéresse pas, ce que disent les gens. Bien évidemment, moi ce qui m'intéresse c'est les idées. Et plus que les idées, c'est comment elles sont comprises derrière. Et plus que comment elles sont comprises, c'est comment elles sont appliquées. Parce que s'il y a bien un truc que je répète en long, en large et en travers de mes streams, de mes vidéos, etc., c'est il faut être pragmatique. Donc, est-ce que clean code, c'est pragmatique ? Quel pragmatisme on attend de clean code ? Alors que ce soit dans les contextes perso, de side project, etc. Mais bien évidemment, qu'est-ce qu'on attend du pragmatisme de clean code en corporate, dans le code qu'on livre tous les jours. Et c'est pas si trivial que ça, je trouve. Alors, j'ai essayé de chercher, alors je voulais pas passer par un chat GPT ou un truc comme ça pour le résumer, hein. Je vais pas aller à l'encontre de ce que j'avais dit sur les IA la dernière fois. On essaye de garder un tant soit peu d'esprit aiguisé, d'aller voir. Donc en fait j'ai trouvé un GIST de quelqu'un qui l'a fait, donc ça m'arrange. Je vais partir du principe que le GIST résume bien ce qu'est clean code. Je vais lire rapidement 2-3 trucs qui m'intéressent là-dedans, histoire de les mettre en perspective. Et d'ailleurs je vous le mets tout de suite dans le chat, comme ça si vous n'avez pas lu l'ouvrage Clean Code de Uncle Bob, et je pense ne pas l'avoir lu en entier, je sais que j'en ai lu des parties, mais je pense ne l'avoir jamais lu cover to cover. Voilà, j'assume, hein, voilà. Ce qui est important, c'est de voir les grandes lignes, et on va voir, déjà, 1, il y a beaucoup de grandes lignes, 2, il y a beaucoup de choses qui sont dites, donc je ne vais pas forcément toutes les lister, et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça a comme conséquences. Comme d'habitude, les conséquences sont, je pense, jamais là où on les attend. Et ça, c'est intéressant. Donc, dans les grandes lignes, en fait, de Clean Code, qu'est-ce qu'on a ? Followed Standard Conventions. Bon, je bypass ça rapidement parce que c'est intéressant, parce que Clean Code est devenu une convention standard. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Donc, je trouve ça très drôle, en fait, de mettre ça en premier principe. Grosso modo, je trouve qu'implicitement, ça veut dire « suivez-moi ». Bon. Keep it simple, stupid. Simple is always better. Reduce complexity as much as possible. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que l'une des raisons pour laquelle ils se prennent le bec, là, j'ai envie de dire les deux petits vieux là sur Twitter, les deux Muppets, c'est justement autour de cette notion de complexité. Boy Scout rule. Leave the campground cleaner than you found it. J'ai absolument rien à dire à ça parce qu'effectivement, c'est un des principes qui me drive. Donc très bien. Always find root cause. Always look for the root cause of a problem. Et bien évidemment, on n'est pas là pour corriger des symptômes, etc. Donc, en fait, en vrai, comme disent les Legends, ce sont 4 règles, moi, que je trouve vraiment top. Le problème, c'est tout ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, en fait, on rentre dans des considérations extrêmement bien défini, hein, on parlait de standard convention, on rentre dans des trucs bien définis. Keep configurable data at high level, prefer polymorphism to if, else or switch case. Alors c'est marrant parce que prevent over configurability, quant à keep configurable data, bon voilà, use dependency injection, ouais, c'est bon. Alors bien évidemment, ça c'est un résumé, hein, donc on va droit au but, il n'y a pas de souci. Hein. A class should know only its direct dependencies. Ok, bon, pourquoi pas. On parle de classe quand même, parce que tout ça c'est contextualisé dans un écosystème très OOP, hein, bien évidemment. Après, les autres langages, est-ce qu'ils peuvent être clean parce qu'ils sont pas OOP ? J'imagine que le livre doit y répondre. S'il y répond pas, c'est un autre sujet.
Be consistent, use explanatory variable, encapsulate boundary condition. Et en fait, on a une somme. Avoid negative conditionals, avoid logical dependency, gna gna gna. Choose descriptive and unambiguous name. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont quand même un petit peu quasiment des tautologies, quoi. Use pronounceable names. Ça, je l'aime bien, celui-là, effectivement. Replace magic number with name constant. Avoid encodings. Don't append prefix or type information. Function rule. Small. Bon, on a appris depuis que c'était vraiment quelques lignes. Do one thing. Ça, en soi, ça paraît un peu le principe Unix, etc. Mais on verra que c'est pas trivial du tout, ça. Prefer fewer arguments. Bon, en fait, que des trucs qui paraissent de loin, comme ça, qui paraissent logiques. Hein. Je veux dire, always try to explain yourself in code. Donc, bah oui, don't be redundant, don't have obvious noise, don't use closing brace command, don't comment out code, just remove. Enfin, que des trucs qu'on a déjà croisés. Et on se dit, voilà, ok, effectivement, d'une manière ou d'une autre, tout ça. Et je pense que ça fait partie de la distillation de clean code dans tous les paradigmes, tous les concepts philosophiques qu'on peut avoir là-dedans. Bon, pas de souci. Hein. Je continue un petit peu, j'essaie d'accélérer sur la partie description, puisque après l'idée, ça va être de rentrer dans une critique constructive du bazar. Keep line short, place function de downward direction. Enfin, il y a des choses qui sont quand même très ciblées. Hein. Et à côté de ça, on a separate concept vertically, don't use horizontal alignment, bon, use white space to associate related thing and disassociate with related, don't break indentation. Ouais, ok. Hide internal structure, prefer data structure, bon, ok. Should be small, do one thing. Bon, on retrouve la même chose, hein. Là on parle des objets des data structures. Small number of instants. Base class should know nothing about that derivative. C'est n'importe qui a fait de la programmation orientée objet dans des contextes un tant soit peu complexes, mort de lol, hein, d'une manière générale, ça. Parce que c'est bon, bref, je rentre pas dans la critique pour l'instant, je me calme. Test, one assert per test, readable, fast, independent, repeatable, code smell, la rigidité, software is difficult to change, a small change cause a cascade of subsequent changes. Celui-là, il va être très drôle à critiquer. Fragility, the software breaks in many places due to a single change, qui est un petit peu le corollaire du premier. Immobility, you cannot reuse parts of the code in other projects because of involved risks and high effort. Needless complexity, needless repetition, opacity, the code is hard to understand. Bien. Ok. Et je pense qu'il y en a probablement qui ont été oubliés, mais je remercie Wojteklu. Ok. Sur ce résumé, je pense que ça doit couvrir effectivement ce que j'avais parcouru à l'époque. Si jamais ça vous intéresse, Clean Code, il est disponible à la Fnac, il est disponible sur Amazon si c'est votre kiff, il est disponible un peu partout, car c'est une Bible. Et c'est bien ça le problème. Parce que, voyez-vous, le truc, quand on vend un livre, c'est que les gens, ils vont pas forcément accepter d'acheter un livre qui fait 10 pages. Ça paraît logique. Hein, souvent, je me dis, si je devais écrire un livre, moi, je serais super embêté parce que mon livre, en fait, il ferait une page, hein, au-delà d'une préface et d'une postface. Il y aurait juste une page qui est faisez pas les cons, s'il vous plaît. Littéralement. Parce que le problème, quand on commence à être prescriptif, et c'est le cas de Clean Code, qui est très prescriptif, hein, quand on en est au stade à prefer polymorphism to if else or switch case, bon bah là c'est use dependency injection. Ok, bon, c'est peut-être pas explicite de cette manière-là, mais on va dire que le message est celui-là. Et à côté de ça, on a des trucs assez vagues. Be consistent. Ouais. A certain way. Ok. Puis à côté de ça, on a avoid negative conditionals. Je ne sais pas. C'est le genre de truc où, à un moment donné, et je pense que c'est une tentation naturelle, hein, c'est de se dire, est-ce que les gens accepteraient d'acheter un livre qui ne contient qu'une page, surtout quand le bouquin en question, il va valoir, je sais pas, 40-50 balles, je sais pas combien on le trouve, mais je pense que c'est dans ces eaux-là, quoi. Il n'est pas gratuit. Si ça avait été un free ebook, bon, il aurait probablement été plus court. Et le souci, c'est que comme c'est une Bible, bah, y a plein de gens qui ont commencé à le suivre comme une Bible. Ça gratte un peu quand même. Moi, ça me gratte parce que, au-delà des histoires sur le fait d'être croyant, pratiquant, athée, etc., bah, moi, je pense qu'effectivement, notre classe de métier est énormément
en recherche de prescription. Parce que notre métier, il est vraiment extrêmement compliqué. D'une manière générale, hein. Notre métier dans le software en tout cas, il est extrêmement compliqué. Quand vous faites un pont ou que vous construisez un bâtiment ou que vous faites un meuble, etc. Alors je parle pas forcément d'artisanat là pour le coup, hein, mais d'un meuble, vous montez un meuble Ikea, les instructions sont définies, vous faites ce qu'il y a à faire, vous suivez le CSTB pour ce qui est de la construction. Bon. Il peut y avoir bien évidemment, c'est pas pour diminuer la complexité de ces métiers-là, absolument pas. Mais on va dire, vous suivez quand même des choses qui sont, qui sont dites, qui sont répétées. Il y a un code de procédure pénale pour les enquêtes de police, par exemple. Il y a, pour les médecins, il y a tout un tas de procédures. Il y a le Vidal, etc. Enfin bon. Voilà, je vous dis ça en tant que profane néophyte, bien évidemment, sur ces métiers-là. C'est pas pour les dévaloriser. Non, le truc, c'est que le software, c'est quelque chose qui est vaporeux. On peut faire tout un tas de choses avec les machines. C'est encore pire maintenant avec l'IA, mais on peut faire tout un tas de choses avec les machines. On leur fait faire tout un tas de choses avec les machines. Et la tentation est grande, en fait. Je pense que la perversion, en fait, avec Clean Code, elle est là. La perversion, elle est grande de se dire, c'est quoi la bonne manière de faire ? Et bien évidemment, le plus gros reproche qu'on puisse faire à Clean Code, c'est son nom. Parce que en écrivant Clean Code et en ayant un certain nombre de principes là-dessus, de fait, si vous ne rentrez pas là-dedans, la tentation, parce que les gens sont manichéens, ils sont binaires de base, même s'il y a beaucoup de non-binaires, bienvenue les non-binaires, mais dans leur manière de penser, les gens vont avoir tendance à faire des oppositions linguistiques. If it's not clean, it's dirty. It's not clean. Si c'est pas clean, c'est sale. Ça n'est pas clean. Et qu'est-ce que ça veut dire, clean ? Propre. Ça veut dire quoi du code propre ? C'est-à-dire le code facile à maintenir. C'est le truc qui est souvent dit. Le problème, c'est que si vous suivez ces conventions-là, vous obtenez ça, littéralement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à suivre des principes comme dry, de factorisation, de se dire ah bah oui je vais avoir une base class qui connaît rien de mes dérivatives, etc., que mes fonctions doivent être petites, donc j'ai une tétrachier de fonctions, de méthodes, etc., et parce qu'elles font do one thing, elles font un seul truc, mais on peut être très 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 extrémiste avec le do one thing. Moi je sais que j'ai été particulièrement coupable de ce genre de choses. Et pourtant, ça veut dire que je produisais du code qui était le plus clean possible. Donc il y a cette espèce de tentation de la pureté, encore une fois, l'aspect manichéen des choses, c'est, oui, on veut être cleanest of the clean, 100% de code coverage. Allez, on y va. Et la tentation, elle est grande. La tentation, elle est grande d'appliquer tout ça, en fait, sans discernement. Alors que pourtant, il y a plein de conseils, après, c'est des conseils qui sont tautologiques. Don't add obvious noise. Ok, c'est quoi obvious ? C'est quoi noise ? C'est quoi du bruit ? Comment on sait qu'un commentaire c'est du bruit ou pas ? Et le truc c'est que derrière cette Bible-là, en fait, il y a, mais de la même manière que Scrum, quand on y réfléchit avec l'agilité, il y a une espèce de... limite, Scrum, ils auraient pu se renommer Clean Agility. Vous voyez, c'est un peu le parallèle que je ferais. Et donc, si vous ne faites pas de la Clean Agility, donc au sens Scrum, au sens commercial, Scrum, certifié, tampon, etc. du terme, vous faites de la Dirty Agility. Et là, c'est pareil, en fait. Alors que même s'il y a des règles qui sont évidentes, et de la même manière, vous lisez des manuels de Scrum, il y a plein de trucs qui sont super intelligents, quoi. Sauf que dans la vraie vie, dans le côté pragmatique, on est en train, tous et toutes, de perdre des points de santé mentale à cause de l'application de seulement une partie, de seulement ce qui nous arrange, et le reste, on s'en fout. Vous avez qu'à suivre. The Burton, c'est comme quand le Gang of Four ont écrit leur bouquin sur les design patterns, tout le monde en voulait en mettre partout. Excellent exemple. Exactement. Donc oui, il y a même un site qui avait été fait justement par rapport à ça, et donc on retrouve, je vais zoomer un peu, non, tu me fous la paix, Factory Method, Abstract Method, Singleton, Builder Pattern, etc. etc. Et j'avais lu une excellente remarque. Et c'était sur les design patterns du Gang of Four, et le truc c'était, vous lisez intégralement tout le bouquin, des design patterns de Gang of Four, et après vous l'oubliez, dans le sens où vous n'oubliez pas ce que vous avez compris de ce que c'est qu'un décorateur, un façade, etc. Il y en a que je découvre en fait. Non,
Non, l'intérêt après c'est de se dire ces patterns-là ils existent, les avoir en arrière de la tête c'est intéressant, et ensuite organiquement, quand vous êtes en train de développer un truc, là il y a peut-être un pattern qui va revenir, ou alors vous allez utiliser une librairie qui va utiliser un pattern que vous allez comprendre. Un des patterns côté Node.js, le premier qu'on apprend c'est indirectement, c'est le singleton pattern, parce que quand on définit on fait un import dans un autre module, etc. C'est un singleton et tout. Enfin voilà, il y a des choses qu'on faisait de manière assez simple là-dessus. Et Clean Code, en fait, moi je ferais le même conseil, à savoir, vous le lisez en entier et après vous l'oubliez immédiatement parce qu'il y a des choses qui vont être intéressantes. Autant le Gang of Four Design Patterns et le Clean Code, je pense qu'il faut les lire. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont effectivement intéressants avec des bons exemples, et puis après des trucs assez sympas quoi. Use explanatory variables, il y a des trucs à définir par rapport à ça, et de se dire bah oui effectivement avoir des variables qui soient pas juste des monolettres et tout, et d'avoir des trucs qui causent un petit peu. Encore une fois c'est difficile de nommer les choses, mais c'est intéressant parce que voilà en termes de maintien derrière, quand on arrive et qu'on voit x, xy, voilà c'est très très vite il faut les lire et prendre ce qui est nécessaire, genre pas le singleton. En fait, il faut savoir que ça existe, voilà. Et après de se dire, peut-être qu'il y a certains cas où c'est intéressant, et peut-être qu'il y a d'autres cas où c'est pas intéressant. Le singleton, par exemple, c'est très intéressant. J'avais trouvé moi dans Nest.js, justement quand je voulais avoir un Nest, pas Next. Oui, je me respecte quand même. Il y avait quand je voulais un service en fait qui était partagé dans tous les sens. Donc là, effectivement, avoir un service singleton qui centralise un comportement ou un accès, voilà, c'était intéressant. Mais par contre, effectivement, faut pas tout faire des singletons partout. Il faut pas forcément faire des trucs qui sont, pas forcément faire des façades. Il faut pas forcément. Par contre, savoir que ça existe et reconnaître les patterns pour se dire, ok, ça se rapproche de tel truc, etc. C'est très tentant. Alors, pas forcément pour les juniors. Ça, non, parce que les juniors, en fait, c'est des éponges, on leur dit n'importe quoi et ils vont l'absorber. Donc c'est pas forcément au niveau des juniors, c'est au niveau de ceux qui apprennent aux juniors, à savoir les médiors et les seniors. Là, il y a vraiment les gens, tous et toutes, ça serait bien qu'on prenne beaucoup de recul avec tous ces trucs qui sont estampillés clean, etc. Voilà, donc c'est vraiment des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Concernant Clean Code en particulier, je pense que Clean Code a fait beaucoup de mal indirectement. J'en veux pas à Oncle Bob, j'en veux à Oncle Bob d'avoir voulu bourrer un livre et d'avoir, je pense, rajouté beaucoup plus de règles que ce qu'il aurait voulu à la base. Encore une fois, s'il s'en était tenu au General Rules, le bouquin aurait fait peut-être 10 pages et on aurait peut-être été mieux là-dessus. Mais le fait d'en avoir fait une bible qui va dans plein de sens, plein de machins, qui te parlent de classe, etc. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont appliqué un petit peu en mode brut de fonderie. Oui, voilà, prendre ce qui est nécessaire, tout à fait. Et on a un problème avec le recul. On a un problème. Une réflexion que j'ai vue, et là ça va me permettre de parler de quelqu'un que j'aime beaucoup. J'imagine que vous connaissez Casey Muratori. Si vous ne connaissez pas Casey Muratori, vous devriez connaître Casey Muratori, qui est un game dev. Et lui aussi, il aime pas beaucoup Clean Code. Et il a fait cette vidéo, Clean Code, Horrible Performance. Et en fait, il prend un certain nombre de principes qui sont évoqués. On a déjà parlé du polymorphisme versus if switch, ne pas connaître les internals, faire des fonctions petites, de faire une seule chose et d'être dry autant que possible. Donc le fameux don't repeat yourself. J'aime beaucoup cette vidéo parce que, mais en fait, étape par étape, il part d'un cas tout bête et en plus d'un cas qui est Clean Code, à savoir, on part d'une classe avec des classes dérivées, c'est du C++. Et donc on retrouve les trucs classiques de shape avec des squares, des rectangles, des triangles, circles, etc. Et l'idée c'est de calculer la surface, voilà. Et au fur et à mesure, donc il part du code de base, au fur et à mesure, il fait une petite... est-ce qu'on l'a dès le début ? Je vais essayer d'avancer. Voilà, donc il fait une estimation de combien de cycles CPU, ça veut dire de calculer les cycles, etc. Et puis il fait ça plein de fois, histoire d'avoir des stats. Il va faire du code de plus en plus dirty, au sens du code qui respecte de moins en moins clean code. Donc c'est-à-dire qu'il va arrêter le polymorphisme, il va se mettre à mettre des if-else, et il va ensuite s'attaquer aux internals et d'avoir une fonction qui connaît ses internals. Et au fur et à mesure, il va bencher, et il va rendre son code de plus en plus dirty. Alors je vais vous spoiler la fin parce que vous savez déjà où il va en venir, quoi. Le truc c'est que quand on arrive à la fin, en full clean code, on est à 43 cycles par forme, je crois que c'était un truc comme ça, et en full dirty, au sens où il respecte de moins en moins, on arrive à 2 cycles par shape, soit
un coefficient de 21 fois plus rapide. Et donc, avec l'application de Clean Code, on est 21 fois plus lent. Et le seul principe, alors c'est marrant parce que le seul principe, ça serait le dry, mais je vais avoir des choses à dire sur le dry en lui-même, c'est celui qui paraît à la limite le plus sensé de loin. Mais vraiment, cette idée de le fait de suivre Clean Code rend votre code, là en l'occurrence sur cet exemple-là, 21 fois plus lent, et il a été très généreux puisqu'il est parti des exemples du livre. Hein. Ça, c'est des exemples du livre, les histoires de shape, de calcul de surface, etc. 21 fois plus lent, c'est catastrophique. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Et lui, il mettait ça en parallèle avec, si vous prenez un iPhone d'aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir un code qui est 21 fois plus lent, bah, c'est comme si votre iPhone, c'était un iPhone d'il y a, voilà. Et c'est pas très green, le Clean Code. C'est ça le truc, c'est là où je voulais en venir. Parce que quand on a regardé le Clean Code et qu'on commence à appliquer les trucs, etc., à aucun moment, vous avez vu, et j'ai fait exprès pour le coup, à aucun moment j'ai parlé du coût. À aucun moment. Et qu'est-ce que je vous dis à chaque fois ? Il y a toujours des avantages quand on choisit une technologie, et Clean Code est en soi une technologie, c'est une orientation, mais on ne parle jamais du coût. On ne parle jamais du coût là-dedans. C'est préférer faire ci plutôt que ça. Parce que l'objectif de Clean Code, c'est d'avoir du code propre, okay, au sens clean, voilà, maintenable, etc. Et tout ce genre de trucs. Même si même en soi, il pourrait y avoir des critiques là-dessus. Il y a des critiques à faire, je pense même sur cet aspect-là. Mais de base, appliquer bêtement, parce que grosso modo, il y a la Bible. Vous appliquez pas la Bible comme vous voulez. Enfin si, apparemment, aux États-Unis, ils font un peu ce qu'ils veulent sur le sujet, mais vous n'êtes pas censé appliquer la Bible selon ce que vous voulez. Vous êtes censé la suivre. Donc là, vous avez la Bible, vous la suivez. Hein, use dependency injection. Bon, j'en ai pas besoin. Oui, mais tu t'en sers. Voilà, bon, ok. Encore une fois, c'est un résumé. Je vais pas vous prendre tout le livre, etc. C'est forcément droit au but. Mais il y a cette idée-là. Avoid negative conditionals. Bah, je suis désolé, si je dois faire un not contains parce que ma méthode elle s'appelle contains, je vais pas créer une méthode qui s'appelle not contains juste pour éviter de mettre un point d'exclamation devant mon contains. Mais si, parce qu'il faudrait. Donc ça veut dire créer du code pour respecter cette règle-là, respecter ce que dit la Bible. Et vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'au milieu d'un certain nombre de choses qui sont intéressantes, il y a des vrais food guns qui sont donc décrits. Ça a des vraies conséquences derrière. Le fait de commencer à dire function should be small. J'en étais où ? Oui, donc le fait de dire qu'on veut des fonctions small, bah ça peut avoir des conséquences dramatiques parce qu'on va commencer à faire des fonctions qui sont extrêmement petites, on va les enchaîner et puis vous vous retrouvez avec des call stacks qui sont extraordinaires. Ça c'est super spécifique quoi. Don't use flag argument, split method into several independent methods that can be called from the client without the flag. Et je sais pas, ces genres de trucs, c'est quand même très, très spécifique. Et le problème, c'est qu'il va y avoir des choses qui sont intéressantes, hein. Il n'y a pas de souci. Et il y en a d'autres qui vont vous péter les performances. Enfin, je veux dire, Casey le montre sur certains exemples, comme le hide internal structure, le prefer polymorphism, je vais y arriver. Il y a du bon et du mauvais, ouais. Il y a du bon et du mauvais. Le problème, c'est que jamais, en fait, on se pose vraiment la question du coût que ça représente derrière et de ce que ça va représenter en termes de runtime. Et on est dans un métier où c'est très facile, en fait, de prendre des options comme ça, des orientations et de se dire, bah ouais, je vais aller dans cette direction et puis ça va me rassurer parce qu'on a besoin d'être rassuré. Et maintenant je suis tech lead, donc tu vois je suis tech lead, donc qu'est-ce que je fais quand je suis tech lead ? Bah, je vais voir ce que font les autres tech leads. Que font les autres tech leads ? Bah, ils vont en conf, et en conf qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui présentent Clean Code. Ah ouais, donc Clean Code c'est génial, donc je vais en discuter avec d'autres. Donc si je veux être un vrai tech lead, bah, il faut que j'arrive avec de la prescription, il faut que j'arrive avec des règles SLint à activer, etc. Et c'est, moi je trouve ça vraiment problématique parce que bah, on se bloque très très rapidement sur des trucs comme ça. C'est encore pire si on commence à les encoder justement dans des linters et compagnie, parce que là c'est ah ben non, attends, t'as fait une fonction qui fait plus de 10 lignes, voilà, clean archi notamment, ou même les histoires de complexité cyclomatique. Dès qu'on commence à mettre du Goodhart cube, dès qu'on commence à mettre du sonar cube dans l'équation, et ben voilà, on va avoir des quality gates qui vont regarder ça, et c'est absolument infernal, parce qu'on pense qu'on peut encoder de l'intelligence. Je vais dire ça comme ça. On peut encoder de l'intelligence dans des règles. Mais toujours métallo à mentionner, bien évidemment. Mais ça, c'est un vrai problème.
encore une fois, on essaye de résoudre avec un outil des problématiques qui ne sont pas des problématiques techniques. Même si on pourrait croire que Clean Code, c'est des problématiques techniques. Pour moi, c'en est pas. Pour moi, c'est des problématiques de formation, de transfert d'expérience, d'accompagnement d'une manière générale. Et le truc, c'est qu'il existe toute une classe de gens qui sont suffisamment compétents pour voir l'intérêt d'un certain nombre de règles, mais pas suffisamment pour se rendre compte du danger que ça représente. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Et exactement comme les design patterns des Gang of Four, où des gens ils vont se dire, voilà, à un moment donné, il va y avoir une manière de dire les choses, ou que ce soit le singleton, donc qui était gentiment moqué par Olivier, ou d'autres. En ce moment sur Twitter, ils se fritent sur le builder pattern. En l'occurrence, j'ai vu ça passer, encore un drama à la con. Et non, c'est des outils. Ça, c'est des outils qui peuvent effectivement servir à différentes choses. Il y a des situations, le builder pattern, il va être pertinent. Des situations, le singleton, il va être pertinent. Des situations, le factory method va être pertinent. Et d'autres, où ils ne le sont pas. Ce ne sont que des outils, encore une fois. Et il faut bien comprendre quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Le fait d'arriver et puis de dire, non, il faut fewer arguments systématiquement, je ne sais pas si c'est vraiment objectivement une bonne règle. Je pense que c'est pas mal, mais après moi je triche. Fewer arguments, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais créer un objet de paramètres, et dans cet objet de paramètres, il y aura peut-être 40 propriétés, qui sont peut-être toutes nullable ou optionnelles. Est-ce qu'on a vraiment gagné ? J'ai qu'un argument. Il a 40 propriétés. Vous voyez, il n'y a rien de trivial là-dedans. Et c'est extrêmement facile de se dire j'ai besoin de légitimité. Et ça, on a un gros problème avec notamment le syndrome de l'imposteur. On a un gros problème de légitimité et c'est dommage. Et c'est vrai que dans d'autres corps de métier, on va avoir peut-être, je sais pas très honnêtement, parce que je pense que tous les corps de métier sont comme ça. Mais nous en particulier, peut-être de par la nature, tu vois, un peu ouverte, parce qu'on peut faire du game dev, on peut faire de l'IA, on peut faire du corporate, etc. Et puis à un moment donné, on se dit, je suis pas forcément légitime d'adresser ces problématiques-là. En vrai, si, mais il suffit juste de prendre le temps de faire. Faut forger, quoi. On aime bien se faire plaisir avec pas mal de masturbation intellectuelle. Mais oui, bien sûr, et je suis le premier à dire. Ça, par exemple, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous l'avez vu passer ça, le FizzBuzz Enterprise Edition. J'adore ça, au-delà du fait que ça me permet de taper sur Java. C'est génial. FizzBuzz, vous connaissez, c'est le truc où on compte de 1 à 100, et puis si le nombre est divisible par 3, on doit afficher Fizz. Si on est divisible par 5, on doit afficher Buzz. Si c'est divisible par 3 et 5, comme 15 par exemple, on affiche FizzBuzz. Et sinon, on affiche juste le nombre. Voilà, c'est un algorithme à la con, le genre de truc qu'on peut retrouver dans des coding games ou dans des entretiens techniques chez des gens qui sont très 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 paresseux. Et il y a des gens qui se sont dit, on va faire un FizzBuzz Enterprise Edition, quoi. Et c'est à se pisser dessus de rire, quoi. C'est à se pisser dessus de rire. Donc là, un truc qui serait un algorithme de, je sais pas, une quarantaine de lignes, j'en sais rien, mais on se retrouve avec un délire. Mais c'est tellement drôle de lire FizzBuzz Enterprise Edition, parce que c'est exactement ça. On est une serious company, on est une serious company et on va faire du FizzBuzz serious business, quoi. Et le truc, c'est qu'on voit ça et c'est franchement à suivre, c'est génial. Enfin, je pense que arrivé à la troisième abstraction, je crois que je me suis évanoui et on m'a retrouvé en train de baver. C'était dingo. Olivier, j'ai implémenté pour le fun le FizzBuzz de 50 différentes façons, tout plus what the fuck les unes que les autres, pour montrer à mes étudiants que parfois on cherche à faire trop complexe. Exactement, parce que on est dans du serious business, on est dans serious company, donc oui, il faut avoir trois indirections, il faut regardez ce qu'il faut pour faire une loupe, quoi. Et à chaque fois, on a du boilerplate dans tous les sens. Oui, du boilerplate à la con, ce que je voulais dire. Dans tous les sens. Bien évidemment, on fait du Spring parce qu'on va faire du Spring, parce que tous les gens sérieux, ils font du Spring, voyons. Parce qu'il y a un énorme écosystème autour de Spring. J'ai entendu ça, encore une fois. Ouais, c'était dans un réel Insta, un truc comme ça. Oui, Java, c'est très très sérieux, il y a un gros écosystème et ça fait absolument sens de faire ce genre de choses pour diviser, bien évidemment. Voilà. Et le truc, c'est que dans les environnements corporate, il y a une énorme tentation d'avoir une inflation de code qui, en plus, je pense, n'est pas assez clean, donc ça pourrait même être encore pire, je pense.
en appliquant des paramètres de clean code. Je pense que là, on est vraiment juste au niveau de la partie corporate. Et c'est tellement drôle. Et on se retrouve avec des chemins comme ça, hein, bien évidemment. Des trucs qui rendent bien cinglés. Ça, c'est complètement cinglé. Je dis pas que clean code provoque ce genre de choses. C'est pas ce que je dis, hein. Je dis que les gens qui ont un gros syndrome de l'imposteur et qui ont besoin de se sentir importants et qui ont des fois des CTO ou des C-level qui vont leur dire nous on est serious business et puis on fait des trucs très très sérieuses et donc il faut absolument que ce soit complexe parce que c'est quand même voilà, on n'est pas chez Mamie là, hein, on n'est pas chez les rustacés là à mettre des collants à rayures et puis à faire des trucs un peu chelous. Non. Et ben ça, pour le voir en application à gauche et à droite dans des entreprises, des clients, des machins, etc., je pense que ça, c'est une catastrophe. Parce que tout ça, ça participe de l'emmerdification. Et notamment le fameux x21, là. Le fait d'avoir du code qui est 20 fois plus lent, je trouve ça dingo. Benji, après, les gens défendent fortement. C'est ça le plus fou. Dès que tu essayes de proposer du simple et des alternatives, ça bloque bien. Ouais. C'est une Bible. C'est ça le truc, le pire. Je suis pas forcément, comment ça s'appelle, dans l'histoire ecclésiastique, cléricale, ce genre de choses, mais je pense que c'est la même chose. Enfin, la Bible, il doit y avoir 2-3 mecs dans des coins qui ont dû écrire un certain nombre de choses, d'histoires, de règles et de contes, parce que c'est surtout ça qu'on faisait à l'époque. Ça a été agrégé dans un bouquin et puis c'est devenu texte de loi, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, et je pense qu'il y a cet aspect-là, quoi. Moi, ça me fait toujours penser un peu à Warhammer 40 000, où 40 000 ans après, on a totalement oublié comment les choses elles fonctionnaient, et on va brûler de l'encens et puis cramer des cierges, etc., pour faire démarrer une machine. Donc oui, la résistance me paraît pas déconnante. Et ça évolue. Hein. C'est pas pour taper dessus, pour le coup, mais je tape pas spécialement sur Clean Code. Mais quand on voit d'autres principes comme l'architecture hexagonale ou la cleanarchy ou d'autres trucs comme ça qui sont des évolutions, en fait, il y a des excellentes choses dedans. Il y a des excellentes choses à prendre dans différents pathfinding. Si on les a compris, en fait, si on a compris pourquoi ils existent, d'où ils viennent, comment ça s'applique, et surtout quand ça ne s'applique pas. Le problème est d'arriver à avoir des gens qui codent entre le « je m'en bats les couilles, je suis un ayatollah du clean code ». Mais je pense qu'en fait, ces deux catégories-là, les pisseurs de code, comme on dit vulgairement, et les ayatollahs, je pense qu'ils sont très contents ensemble. Parce que les ayatollahs, ils cadrent, et les pisseurs, ils ferment leur ticket Jira. Et on en a croisé, hein, avec Benji notamment, on en a croisé en fait un petit peu des deux. On a probablement nous-mêmes été un peu l'un, un peu l'autre, mais en fait, je trouve qu'ils se complémentent beaucoup, notamment dans les milieux corporate. Parce que, pour beaucoup de gens, en fait, c'est alimentaire, hein, le fait de travailler dans l'informatique. C'est ça qui est triste. Moi, ce que je préfère, en fait, sur ces approches-là, c'est les approches, je sais que j'ai déjà parlé de lui, mais je vais reparler de lui parce qu'il mérite que je parle de lui, c'est Ploé, c'est Mark Zeman. Ploé, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il a sorti un livre aussi qui s'appelle Code That Fits in Your Head. Et effectivement, il va rentrer dans tout un tas de choses, etc. Mais du peu que j'ai vu de ce qu'il proposait, pareil, en fait, il y a un certain nombre d'outils qui sont intéressants. Et il y en a d'autres qui sont quand même très spécifiques à du C#, etc. Moi, ça me plaît beaucoup plus, ces approches-là, parce que l'idée, c'est d'avoir des heuristiques, pas des préconisations, pas des prescriptions, des heuristiques où on se dit, ok, ça peut aider. Ça peut aider d'avoir du code qui fits in your head, qui rentre dans la tête. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit peu ces réflexes-là, un petit peu ça, où on se dit, faire une pergola en mettant les poteaux de bois directement dans le sol, parce que ça va pourrir, en fait. Donc, on va réfléchir à des trucs qui sont un petit peu cohérents, qui essayent de fonctionner. On va essayer de prendre l'existant, on va essayer d'adapter. L'archi hexagonale, c'est pas mal, il y a de l'idée. Est-ce qu'on a besoin, par contre, de l'appliquer systématiquement et d'avoir des adaptateurs pour tout ? Je pense pas. C'était Prime, mais bon, il avait dû ressasser un truc que quelqu'un lui avait dit. Est-ce que tu as besoin d'investir de l'argent sur le fait d'être en capacité de changer de moteur de base de données ? En vrai, c'est un débat qui est super intéressant, quoi. C'est un débat que je trouve super intéressant. Pareil pour l'UI. Hein. On se pose pas la question de l'avantage, parce qu'on se dit, voilà, l'avantage, il est évident. On se pose pas la question du coût et de combien ça va nous coûter. Et moi, je trouve ça toujours délirant. Et quand j'ai fait ma conf sur HTMX, il y a des gens qui sont revenus me voir derrière et qui me disent « Ouais, mais ça me gratte quand même du HTML depuis le back-end. Stéphane, ça me gratte. Ça me gratte parce que qu'est-ce qui se passe si jamais je change mon design system, si je change mon UI, etc. » Et j'ai été brutal. Je leur ai dit « Mais combien de fois tu changes ton design system ? Est-ce que ça vaut le coup ?
Est-ce que tu as calculé? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as appréhendé le fait de dire ouais, j'ai absolument besoin que mon back soit totalement détaché de mon front? Non. Le mec m'a regardé, il m'a dit bah non. Parce que pour moi, c'était une évidence d'être en capacité d'avoir cette absence d'interdépendance entre le front et le back. Et je lui dis bah tu vois, peut-être que tu as raison et qu'il faut qu'il y ait cette séparation. Peut-être que tu as extrêmement tort parce que tu n'auras jamais besoin de ça. Mais au moins se poser la question, faire un ADR, ça coûte rien. Et au moins c'est écrit. Et ça aide à l'onboarding. Côté Archi-Exa, on en voit pas mal en ce moment des ayatollahs. Ben oui, et c'est pas fini. Et il y aura d'autres ça. Et je pense que, je fais un aparté là-dessus, il y a une tentation, je ne vais pas dire un problème, il y a une tentation notamment, il y a les CFP. Il y a les CFP, il y a les confs, on a envie d'aller en conf. C'est super cool de retrouver les gens qui sont en conf. On a besoin de proposer des sujets. C'est un sujet qui est évident de se dire, bah ouais, je vais arriver avec l'archi hexagonal, je vais montrer comment ça se passe, je vais expliquer ce que c'est, je vais expliquer les avantages, probablement les inconvénients. Et ouais, c'est tentant en fait. Par contre, je ne sais pas si effectivement j'arrive et je fais sur un CFP, j'arrive et je fais bonjour, je viens vous expliquer que le dirty code finalement c'est cool. Je ne sais pas si franchement ça passe. Je ne sais pas si ça passerait aussi bien que d'arriver et puis de dire j'ai la nouvelle recette qui va faire en sorte que demain on rase gratis. Et donc ça permettra aux ayatollahs d'avoir une nouvelle Bible à rajouter dans leur Good Art Cube préféré ou dans leur ESLint, etc. Et ça va permettre aux pisseurs de code de dire « Ouais, j'ai pas à me prendre la tête, là on me demande de rajouter une fonctionnalité, j'ai 15 adaptateurs à changer grâce à l'archi hexagonal, ouh, ça va m'occuper pendant 4 sprints et j'aurai pas de questions à me poser. Puis si jamais on me demande pourquoi ça avance pas, c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'archi hexagonal, t'as vu ?» C'est pas forcément un problème de faire des confs là-dessus, hein. Après c'est aussi aux gens d'avoir le recul nécessaire, c'est ça aussi. Peut-être que les LLM vont nous sauver. Peut-être que les LLM vont nous pondre du code tellement dirty parce que ça va être du code qui va être aux 3 quarts halluciné, etc. mais qui fonctionne, puisque l'idée c'est quand même de vibe coder des trucs qui fonctionnent, qu'on ne se posera plus la question. Parce que les LLM, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du code qui est par essence jetable. Toutes les histoires de maintenance, d'architecture exa, de ce que vous voulez, de design pattern, les LLM s'en battent la race. Les LLM sont là pour deviner ce que générer, on va dire, statistiquement, la combinaison de lettres à l'écran qui vont faire en sorte que ça produise le résultat escompté, lettres, pixels, etc. Et ils le font, encore une fois, de mieux en mieux. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'appréhension. Donc peut-être que c'est les LLM qui vont nous libérer de clean code, de l'exa, de ce que vous voulez, en se contrebalançant des règles et en faisant du fuzzy, quoi. Vous me donnez les tests end-to-end et je laisse le LLM générer le bazar. Et ça marchera, mais on ne se posera même plus la question de est-ce que c'est propre ou pas, puisqu'on ne regardera même plus le code. Tu mets clean code, le livre, dans tes cursor rules, c'est bon. Ce soir, on va enchaîner sur du code qui sera pas clean, je pense. Est-ce que c'est grave? Non. Parce que c'est du code que je veux résolument comme étant capable de tenir dans ma tête. Ça, c'est le premier truc. Ça ne sera pas du code Corporate Edition, parce que je ne suis pas une sérieuse compagnie. Je suis juste quelqu'un qui veut comprendre ce qu'il fait. Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à tout ça? Oui. Est-ce que ça vaut le coup de lire clean code cover to cover? Je pense pas. Je pense que c'est bien d'y aller piocher. Par contre, c'est intéressant de lire Zero to Production in Rust. Ça, cover to cover, ça je vous le recommande. Parce que l'idée, en fait, moi j'en reviens toujours à ça, c'est être pragmatique. Merci beaucoup, Oncle Bob, de nous avoir montré le chemin. Et puis, des fois, on prendra des chemins de traverse. Bonsoir, Oncle Bob.